Merci bien, nous allons continuer avec la seconde partie de ce forum, c'est-à-dire nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le premier panel va aborder la question de l'entreprise sociale en Afrique, perspective du point de vue des acteurs. Ce panel sera modéré par Mme Rukia Madougou, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République du Bénin, ancienne ministre de la Microfinance de la République du Bénin, actuel ministre conseiller spécial à la présidence de la République togolaise. Tout ça, ça se reconnaît d'une manière solennelle. Je vais lui laisser la parole pour modérer ce panel. Madame, les prochaines minutes sont à vous. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Monsieur le Président Directeur Général, parce que c'est vous qui nous accueillez, je vous fais l'honneur de vous citer. Mes hommages. Madame la Directrice de cabinet du Président de la République, ministre en charge du développement à la base. Est-ce que ça marche? Ça marche. Madame la Ministre aidée, Madame la Conseillère du Chef de l'État, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis panélistes, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue. Et puisque des personnalités plus autorisées que moi à l'entame de cette cérémonie ont indiqué ce pourquoi nous nous retrouvons ici, je vous ferai l'économie des définitions relatives à l'entrepreneuriat social. Mais ce que je voudrais dire pour planter le décor à mon niveau, pour introduire donc le panel que j'ai ici honneur de modérer, ça sera de rappeler que l'entrepreneuriat social nous met de plein pied dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Qui dit économie sociale et solidaire parle d'entreprise sociale, et qui parle d'entreprise sociale, comme nous l'avons abondamment entendu ce matin, parle effectivement d'une part de la création, de la génération de profits, mais au service des communautés. Et donc l'entrepreneuriat social, comme nous l'avons abondamment entendu ce matin, disais-je, est relatif non seulement à la création de richesses, mais aussi à la prospérité partagée. C'est-à-dire comment nous pouvons créer de la richesse, comment nous pouvons faire du profit au service d'impacts sociétaux. Nous sommes donc en face de vous ce matin pour parler d'un aspect spécifique de l'entrepreneuriat social. J'aurai d'illustres panélistes qui vont échanger avec vous. Je vous propose rapidement le plan de notre panel et si vous en convenez, nous pourrons donc avancer par rapport à ce panel. Et donc le plan que je vous propose commencera par une brève présentation des panélistes. Ensuite, nous allons avoir 10 minutes par panéliste. Pendant ces 10 minutes, chacun des panélistes nous dira ses réussites, les grands défis auxquels il a fait face, comment il a réussi à les adresser, parce que je trouve que c'est le thème anglo-saxon qui exprime mieux cette idée. Et donc, ça sera la première partie des interventions de nos panélistes au niveau des 10 minutes. La seconde partie, toujours pendant les 10 minutes, sera de nous dire quelles sont les perspectives de l'entrepreneuriat social en Afrique selon eux, le point de vue des acteurs. Et c'est cela le thème principal qui a été affecté à notre panel. Donc chacun d'eux aura dit cela pendant 10 minutes, mais je m'autoriserai, et ils sont prévenus, à peut-être, si nécessaire, leur poser des questions d'éclaircissement pour permettre à l'auditoire de mieux saisir leur parcours que je sais très inspirant et vous découvrirez tout à l'heure. Après quoi, nous allons passer donc à la séance questions-réponses. Nous avons voulu que les propos liminaires de 10 minutes soient quand même assez courts pour que, au plus, en une demi-heure, on ait fini cette partie pour qu'avec l'auditoire, il y ait assez de temps pour pouvoir échanger puisque notre panel est censé durer 1h30 au total. Et donc, dans les séances réponses, vous allez évidemment avoir les réponses à vos préoccupations. Après donc cette séance, chacun des panélistes aura à dire une phrase qui résume son sujet et ses perspectives pour
l'avenir et pour le continent. Enfin, je m'autoriserai 2 à 3 minutes de conclusion de nos débats. Si cela vous convient, sans plus tarder, nous allons passer à une brève présentation de nos panélistes. Si vous êtes d'accord, je vous prie de reconnaître nos panélistes que nous avons. Merci beaucoup. Je ne ferai pas Ladies First parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aime pas Ladies First, mais au niveau des présentations, je commencerai d'abord par parler de M. Tchalla. M. Tchalla, je suis tentée de ne rien dire de lui pour le laisser parler, parce que si je commence à parler de lui, je risque de prendre tout le temps qui nous est accordé. Mais je voudrais juste commencer par un peu de poésie, en disant que, tout en donnant la parole tout à l'heure à M. Tchalla, PDG de Alafia, qui est une entreprise de cosmétiques, mais qui travaille avec des coopératives de femmes au Togo. Son entreprise prospère aux États-Unis. Mais le début de mes propos le concernant sera donc de la prose, comme je disais, non pas que je me sente très poétique, mais je voudrais simplement qu'en prenant la parole, qu'il nous commence son histoire par l'épopée de 1996 avec la Rose Prairie. Je pense qu'il a compris de quoi je parle, puisque c'est la Rose Prairie qui est aujourd'hui à la base de tout ce que M. Alafia a connu comme succès. Il nous dira donc, sans plus tarder, comment il a pu engranger tous les succès que nous connaissons, comment il a pu réussir à ne pas abandonner sa communauté, à la faire travailler à travers des coopératives de plusieurs milliers de femmes, et surtout comment il se projette par rapport aux perspectives de l'entrepreneuriat social en Afrique. Monsieur Tchalla, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Je vais dire que je vais parler en anglais, mais ça, Madame la ministre va m'envoyer du pays et retirer mon passeport. C'est un pays par contre. Ça c'est bien. Ça on peut changer avec. D'abord, je vais dire que c'est un honneur pour moi d'être parmi vous, ici, mes collègues dans les panneaux. Et aussi, je veux remercier le gouvernement togolais et bien sûr l'ambassade des États-Unis et bien sûr la banque, le Probank. Pourquoi on doit les remercier? Parce que dans les affaires, quand le gouvernement pense que quelque chose d'important, ça encourage les entrepreneurs à prendre des risques. Et cette action ici aujourd'hui, pour moi, ça me donne un espoir qu'il y a un grand support pour l'idée et le modèle de l'entrepreneur social. D'abord, vous m'excusez avec mon français, je me suis dit que comme je ne suis pas français d'origine, mais je vais apprendre. Et déjà, ça doit te dire quelque chose. On n'a pas besoin de savoir comment parler le français pour être entrepreneur. Alors, et je pense, comme c'était dit, ma vie a commencé depuis 1996 aux États-Unis. Quand je parcours les États-Unis, on me dit, mais qu'est-ce que toi tu cherches aux États-Unis? Et je dis, mais je cherche une femme. C'est la femme que j'ai suivie jusqu'à les États-Unis. Non, c'est vrai. Et si je parle au gouvernement américain, et je dis au gouvernement américain, quel est le meilleur, le plus rentable investissement que tu as fait? Oh, on a fait ça, et on a libéré l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je dis non, tu as créé le Peace Corps et j'ai trouvé une femme. C'est vrai. Donc, bien sûr, déjà dans une classe de CM2, c'est normal dans nos villages au nord qui quittent l'école. Je suis parti aux États-Unis et la meilleure des choses que les États-Unis pouvaient me donner, c'est l'éducation. Parce qu'une fois qu'on a l'éducation, personne ne peut pas penser à toi. Et puis, je me suis dit aussi que des jeunes comme nous qui sortent du pays, nous sommes responsables d'une manière à contribuer à la pauvreté de nos pays d'origine. Donc alors là, moi je ne voulais pas participer à contribuer à cette pauvreté. Et aussi je me suis dit, on prend depuis quand la décolonisation des années 60 du
passé présent, on voit les investissements qui ont été faits. Pour moi, à mon avis, je ne trouve pas qu'il y a une solution qui résout les problèmes à la base rurale. Ce que je veux dire, ça ne tient pas compte des problèmes que nos mamans ont. Les mamans comme moi qui n'ont jamais été à l'école, qui ne comprennent même pas ce que c'est que le gouvernement. Donc, je me suis dit que ces mamans doivent participer dans le marché mondial. Et s'il faut participer dans le marché mondial, il faut trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi, je me suis dit que dans le monde entier, il y a quelque chose. Chaque personne veut être fière de leur origine, d'où il vient. C'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui fait une femme. Et que pour moi, quand je parcours le monde, je parle de 16 ans passés, je vois que le respect envers l'Afrique n'est pas la même chose. J'ai des amis japonais, s'ils sont japonais, ils sont dans le bar en train d'acheter la bière, la femme va servir, le japonais plus vite que moi. Alors que moi, je veux ma bière aussi. Donc, ce que je veux dire par là, il faut créer le respect. Et pour avoir le respect, il faut avoir le pouvoir et la puissance économique. Donc, en regardant nos mamans maintenant, je me suis dit, d'accord, ils ont des technologies traditionnelles. Je peux faire le beurre de karité et les États-Unis ont besoin du beurre de karité. Mais il y a quelque chose à ce moment aussi que j'ai compris, que le monde entier est en train d'échanger avec l'Internet, avec tout. On peut maintenant, les plus grandes compagnies américaines peuvent avoir des milliards un jour et le lendemain, dans le Wall Street, on apprend que dans la chaîne d'emprisonnement, quelque chose s'est passé qui n'est pas bon. Et le stock va en bas. Ce que je veux dire que la chaîne est très importante. Donc c'est là que l'entrepreneuriat social vient dans notre idée. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les produits qu'on a, essayer de les vendre d'une manière morale, impliquer, disons, le système moral dans le processus de gagner de l'argent. Parce que moi, je veux de l'argent. C'est moi, je veux. Tout le monde veut de l'argent, non? Je veux de l'argent. Mais je me suis dit, pour être sincère, que ça serait impossible de sortir de là. Pas seulement les Togo, disons dans toute l'étendue africaine, nos mamans qui ne font pas partie du système du marché mondial. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, 84% de les millionnaires, on dit, les jeunes qui sont nés après 2000 ans, veulent consommer les produits qui vont vers les activités sociales. Mais ça, c'est plus que la moitié de la consommation du monde. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de choix. Les entrepreneurs n'ont pas de choix. Si c'est ce que le monde veut consommer, ils veulent acheter des produits qui ont une activité sociale. Donc c'est une obligation. On prend l'exemple de l'États-Unis. 64% des Américains vont acheter des produits qui ont des liens sociaux. Et si on prend les 16 jeunes que je viens de dire, jeunes qui ont de 40 ans, leur puissance fait 3 tiers de l'économie de l'États-Unis. C'est une grande puissance, c'est 2 fois l'Europe, et c'est ce qu'ils veulent acheter. Ça c'est aujourd'hui. C'est pour dire que tout le monde ici, tu peux être avocat, tu peux vendre, ça peut être un service, il ne suffit pas de produits, ça peut être une banque. Tu peux participer dans les activités sociales. Maintenant, toi, je sais que c'est 10 minutes, tu peux aller plus vite, j'ai déjà 4 minutes, ça c'est très beaucoup même. Non, c'est beaucoup. Donc, maintenant, pour répondre à vos questions ici, en ce qui concerne à l'APIA, quand on a commencé, on avait dit d'accord, on va faire le beurre de karité, amener ça aux États-Unis. On n'a pas pensé au fromage. C'est ce que je disais avant. On commence doucement. Parce que tu ne peux pas faire l'emballage, tu ne peux pas faire acheter toutes les machines à la fois. Donc nous, on vendait le beurre. Et après, je me suis dit, mais on ne peut pas vendre seulement le beurre. Nous-mêmes, on doit mettre ça dans la boîte et on doit mettre ça bien du Togo. Parce que je veux que les gens vont respecter le Togo. Non, c'est vrai? Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Petit pas petit. Magasin par magasin. 1 à 1. Je me souviens qu'on avait 30 magasins. Je me disais, je viens de dire à ma femme, on a 30 magasins maintenant, c'est beaucoup. Hein? Et elle me dit, voilà, je n'ai plus de mari.
parce qu'il était marié à tous les magasins. Il n'est pas à la maison. Et maintenant, on a plus de 3000 magasins et je peux dire qu'aujourd'hui, ça fait un mois que nos produits se trouvent dans le Walmart. Le Walmart, c'est le plus grand magasin dans le monde entier. Et puis, pour ça, c'est quelque chose, c'est pas que c'est l'argent que Walmart va donner, mais c'est un exemple que c'est possible qu'on peut prendre un produit d'un village et distribuer avec le plus grand magasin dans le monde entier. Vous voyez, et puis la chaîne. Monsieur Tchana, oui. S'il vous plaît, dites-nous, fort de ce succès, quelle a été la principale difficulté à laquelle vous avez fait face et comment vous avez pu la surmonter? Les difficultés sont énormes. D'abord, il faut imaginer, moi je suis aux États-Unis en cherchant du marché et le Togo va se gérer. La mentalité au Togo, c'est triste, mais c'est en train de changer. Et que c'est un ONG. Et moi je dis que pour moi c'est business, c'est dollar. Donc l'idée pour l'équipe, plusieurs équipes, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes chaque fois. La transparence est très importante pour moi. Et si le gouvernement togolais va nous autoriser à égorger quelqu'un s'il vaut de l'argent, on peut le faire, mais on ne peut pas. Je n'ai pas osé vous couper parce que votre histoire était tellement inspirante. Mais je m'en voudrais de vous arracher le micro sans vous demander, selon vous, quelles sont les perspectives aujourd'hui que l'entrepreneuriat social en Afrique peut espérer? Et pour moi, si je comprends bien votre français, il n'y a pas de limite de ce qu'on peut, l'Afrique peut faire. On dit l'Afrique est la dernière frontière. Même d'ici 50 ans, les États-Unis ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. On le sait bien. Donc, ce que moi je vais n'importe quelle matière que l'Afrique a, on peut le mettre sur la route de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est simple. Disons, tu as $10. Tu prends $10 pour ta poche, tu utilises $10 pour le peuple, pour les biens. Donc, j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions, mais je vais terminer pour dire que ce n'est pas facile. Et ce n'est jamais facile. On n'aura jamais assez de finances. On n'aura jamais assez de tout ce qu'on a besoin, mais on doit lutter pour quelque chose plus que l'argent. Et pour moi, je pense que c'est très important. Merci beaucoup, M. Tchana. Je vous prie de le reconnaître encore une fois pour son histoire si belle. Et vous auriez noté qu'il a rappelé que son histoire a commencé par une femme, a été développée par une femme et continue d'être entretenue par une femme. Je vous prie de reconnaître le rôle que jouent les femmes dans le développement de l'entreprise. Et donc, à l'entame de mon propos, l'apologie de la Rose Prairie, c'est le prénom de son épouse. Elle s'appelle Rose Prairie. C'est bien ça. Oui. Donc, c'est bien ça, comment la Rose Prairie a réussi à fleurir autant de jardins, autant de communautés. Merci, M. Tchana. Alors, je me tourne vers un autre entrepreneur social et je pense que les organisateurs ont bien constitué ce panel parce que les panélistes ont des histoires inspirantes et diverses. Monsieur Dara Salim, il vous en dira plus tout à l'heure, est le fondateur d'une initiative Ashoka Bénin. Il est donc béninois, il nous vient du Bénin, une terre que je connais bien, et d'une région qui est également la mienne, dans le septentrion béninois. Pardonnez-moi cette digression, mais c'était intéressant de le dire et nécessaire. Donc, M. Dara Salim est l'un de ces entrepreneurs sociaux qui ont de l'allant et qui ont développé des initiatives, ma foi, absolument extraordinaires, qui ont impacté leur communauté. Il nous parlera de Ashoka Bénin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a développé un entrepreneuriat qui adresse les questions d'éducation dans le domaine agricole.
Parce qu'il s'est rendu compte que c'est vrai qu'il existe des lycées agricoles, c'est vrai qu'il existe des centres de formation en agriculture, mais il s'est très vite rendu compte que le système qui consiste à former d'une part en connaissances techniques avant de faire l'apprentissage sur le terrain n'était pas forcément prospérant et n'était pas forcément efficace. Et lui s'est dit, on peut mettre en place un dispositif d'éducation dans le domaine agricole à travers ce que les anglo-saxons appellent le learning by doing. C'est-à-dire que pendant même que vous apprenez les notions techniques, vous les expérimentez dans des incubateurs sur place. Donc, il a des fermes qu'il met à la disposition des jeunes et des femmes qui souhaitent donc entreprendre dans ce secteur. Je le laisserai vous en parler davantage. Et comme nous l'avons fait avec notre illustre premier panéliste, M. Dara Salim nous dira par rapport à Ashoka Bene, quelles sont leurs activités, leurs principaux succès, les défis auxquels ils ont fait face, comment ils ont réussi à adresser ces défis-là, et enfin, il nous dira surtout, de son point de vue d'acteur de l'entrepreneuriat social, du monde de l'économie sociale et solidaire, et bien disais-je, il nous dira quelles sont les perspectives que lui, il voit par rapport à ce secteur. Monsieur Salim, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Merci à toute l'Assemblée qui veut bien écouter ma modeste contribution à cette séance. Donc je disais merci beaucoup, Excellence. Merci à toute l'Assemblée pour m'avoir donné l'opportunité d'apporter ma modeste contribution à cette rencontre. Madame a déjà dit une bonne partie de ce que je suis. Mais je voudrais apporter davantage d'éclaircissement pour que nous puissions mieux comprendre l'entreprise sociale au Bénin, au Togo et en Afrique, et que nous puissions nous situer nous-mêmes par rapport à cette façon de voir le développement de l'Afrique. Moi, je suis Salim Dara, je suis du Bénin. J'ai été nominé fellow Ashoka, c'est-à-dire membre de cet ensemble qui fait 3300 entrepreneurs sociaux dans le monde. Et Ashoka se retrouvant donc dans 86 pays. Moi, je suis du Bénin et je suis membre d'Ashoka en tant que fellow, compagnon d'Ashoka. Et j'ai été nominé dans l'agriculture, c'est-à-dire l'auto-emploi des jeunes grâce à l'entrepreneuriat agricole. Comment j'en suis arrivé pour la première partie de ce que madame m'a demandé? Personnellement, je ne savais même pas que je faisais de l'entrepreneuriat social. Mais j'étais taraudé par une question. J'en voulais à une situation. J'ai été, pendant mes études en tant qu'étudiant, j'ai été entre guillemets leader. Et pendant la période marxiste, j'ai été arrêté. Et j'ai fait 5 ans plus. Et à la sortie, il fallait gagner sa vie. Il fallait reprendre les études. J'ai voulu reprendre les études et j'ai eu encore des problèmes politiques. Et j'ai décidé d'arrêter. Et cette fois-ci, de gagner ma vie. Alors, le diplôme, je le recherchais atrocement parce que je voulais prouver que j'étais capable. Mais à un moment donné, j'ai rencontré un homme qui a dit, le diplôme, range ça de côté. Et tu vas avoir des compétences et tu pourras réussir ta vie. Et je l'ai suivi. Et j'ai vu effectivement que la valeur du diplôme, c'est simplement qu'on l'approche au mur et qu'on le mette là. Mais la vraie valeur, ce sont les compétences que vous avez dans la tête, dans les bras, et qui font que même si vous êtes dans un trou de souris, on ira chercher. Mais ce n'est pas facile. Parce que nos sociétés ne reconnaissent malheureusement que le diplôme. Et même quand vous leur donnez l'opportunité de présenter, de dire voici ce que je fais, on ne vous regarde pas. Alors j'ai dit, j'ai des compétences, je n'attendrai pas une entreprise. Je n'attendrai pas l'État. Mais je vais me mettre au travail.
et je vais forcer l'admiration et les gens viendront le faire. Et je l'ai fait. Et j'ai créé ma ferme. On va me dire comment tu as eu l'argent. Je n'ai pas attendu quelqu'un. J'ai été éboueur. J'ai vidangé les fosses. J'ai été manœuvre en ayant un niveau universitaire. Bref, le schéma est là. N'attendez personne. Mettez-vous au travail. Devenez même ouvrier auprès de quelqu'un. Ne lui dites pas vous avez tel niveau, mais montrez-lui que vous êtes capable de quelque chose. Et il vous donnera. Et vous paiera. Vous allez enlever quelque chose pour survivre et vous allez mettre de côté. Voilà ce que j'ai fait et qui a forcé l'admiration d'Ashoka. Et pour vous dire alors comment donc, à partir de là, j'ai compris que j'étais entrepreneur social, ce qui nous intéresse ce matin, c'est qu'il y a 7 questions clés qu'on peut se poser et que certains vont se poser ici. Comment fait-on pour devenir entrepreneur social? La première des choses, c'est d'identifier un problème social commun dans votre communauté. Est-ce que vous l'avez déjà identifié? Ou est-ce que vous êtes prêt à l'identifier? Ça peut être à côté de vous. Votre fils, votre enfant, votre femme. Couramment maintenant dans nos pays, il y a je suis père de famille. Et il y a des enfants qui restent à 25 ans, à 30 ans, toujours sous la charge des parents. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à partir de 20 ans, le jeune puisse comprendre qu'il a son destin en main. Si quelqu'un a le diplôme et pense qu'il doit pouvoir réussir, il ne le fait pas. Moi, le prisonnier qui n'avait pas le diplôme, moi j'ai réussi à le faire. Ça veut dire que lui, il est capable de le faire. Mais il faut le mettre sur le fait. Voilà, donc très rapidement, première chose, une mission, un problème social. Le problème social que j'ai vu, c'est le chômage des jeunes après les études. Deuxième question, je réponds pour chaque question. Deuxième question, quelle est la solution que j'apporte? Quelle est votre solution que vous apportez? J'ai donné la solution, l'auto-emploi, mais à travers une dynamique déterminée. Il faut rêver, il faut observer autour de vous et il faut avoir le goût du risque. Troisième élément ou question que vous devez vous poser, quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif? Et la stratégie chez moi, c'est de briser le mythe du diplôme. Partout où nous allons là, pour nos pays, pour nos systèmes éducatifs, que pour nous-mêmes, il faut briser le mythe du diplôme. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais il faut y aller. Quatrième élément, je vais terminer maintenant, madame. Quatrième élément, c'est qu'il faut avoir un modèle économique. Vous ne pouvez pas briser le mythe du diplôme si vous n'avez pas un modèle économique. Si les compétences ne sont pas mises au service d'un système économique qui rapporte de l'argent. Monsieur l'ambassadeur l'a dit, l'entreprise sociale, c'est le profit et c'est la résolution des problèmes sociaux. Moi, je veux le profit. Et je veux utiliser le profit pour prouver à tout un chacun qu'il est capable de réussir sa vie. Et mon modèle économique, c'est l'entrepreneuriat agricole intégré. Cinquième élément, eh bien, c'est qu'il faut nouer des partenariats. Nul ne peut réussir seul. Il faut réussir, mais en partenariat, en collaboration avec d'autres. Madame Excellence la ministre, je connais le Centre international de développement agro-pastoral du Togo, au nord Togo. Je suis en partenariat avec eux, comme je suis en partenariat avec 3 écoles supérieures de mon pays en agriculture. L'école d'aquaculture, l'école de transformation des produits agricoles et l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Parce que là, il y a des compétences précises à faire. Il faut aider les jeunes à entrer dans ce travail. 6e élément, c'est 7, donc le 6e élément, eh bien, il faut avoir votre impact. Qu'est-ce que vous arrivez concrètement à faire sur le terrain? Est-ce que ça porte des fruits? Et dans ce cadre-là, si vous dites oui, alors vous êtes un entrepreneur social après avoir vérifié tout ce que j'ai dit. Et 7e et dernier élément, là, je m'adresse à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, qui a dit qu'il faut que nos pays trouvent un cadre juridique nouveau pour porter les entreprises sociales. C'est vrai, quand on vous demande, on dit, est-ce que c'est une ONG?
Est-ce que c'est une entreprise de profit? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? J'ai dit, ça doit être hybride. Il faut trouver une forme, un cadre juridique légal qui permet au profit de s'exprimer et qui permet, comme il l'a dit, j'ai $10, je mets $9 comme profit, je mets 1, 2 ou $3 pour le social, mais je contribue au bien-être de ma communauté et à mon bien-être. Merci pour votre attention. Je n'en ai pas fini encore avec vous, M. Salim. Merci pour cette présentation. Rassurez-vous, votre dernier propos sera pris en charge par un panel tout à l'heure qui, effectivement, se penchera sur la question du cadre législatif et juridique autour de l'entrepreneuriat social. Mais donc, je voudrais vous demander, tout à l'heure, vous avez rapidement parlé de l'entrepreneuriat agricole intégré. Je suis sûre que dans la salle, les gens ont envie de comprendre davantage qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat agricole intégré dont nous parlons. Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus parce que j'ai un temps bien déterminé. Et puisque vous me posez la question... Vous avez encore une minute. Et après, j'aurai une dernière question. Oui, c'est très simple. J'ai été pendant 5 ans directeur adjoint du centre Songhai. Je crois que beaucoup de gens connaissent ce centre. Mais à un moment donné, j'ai décidé de quitter et de créer ma ferme. Et dans cette ferme, j'initie ce que je pense, ce qu'il y a dans ma tête, en prenant comme élément fondamental la complémentarité entre la production végétale, la production animale et la production aquacole. Et en me disant que le marché est un élément très important de la réussite d'une entreprise agricole. Le marché, avant même de mettre un grain au sol, il faut penser au marché. Et dans ce cadre, j'ai bâti mon système en me disant le pôle production végétale apporte quelque chose au pôle production animale qui apporte quelque chose à la production aquacole. Et vice versa. Mais à l'intérieur, et ceux qui pourront visiter ma ferme, comme le font tous les étudiants, non seulement des 3 écoles supérieures et des SIDAP, mais également les écoles de Songhai Leadership Academy, c'est-à-dire ceux qui viennent après les 3 ans, non seulement ça, ils découvrent à l'intérieur de la ferme un petit marché que j'ai créé, dans lequel, quand vous venez acheter le poisson, eh bien, on vous donne un espace vert dans lequel vous pouvez vous asseoir, respirer de l'air frais, attendre qu'on vous apporte le poisson, mais également prendre de la noix de coco qui est naturelle pour vous rafraîchir. Merci beaucoup. Dites-nous alors en quelques mots comment vous entrevoyez les perspectives de l'entrepreneuriat social en Afrique. Merci beaucoup, Excellence. Ça, c'est la question principale. Et pour ça, vous voyez que je suis enthousiaste dans ce que je dis et dans ce que je fais. Et c'est ça qui va nous porter. Donc, l'avenir, vous connaissez le Bénin mieux que moi, puisque vous avez été ministre. Mon pays, on n'utilise que 15% des terres agraires. 15%. Le reste est en friche. Vous prenez la voie de Cotonou à Parakou, vous avez vu beaucoup de terres en friche. Et c'est paradoxal que dans le même temps, on dise il n'y a pas de travail, on attend l'État ou on est affamé. On dit c'est un paradoxe. L'Afrique, pour résumer, a les plus grandes potentialités de ce monde. L'Afrique doit avoir autant de ressources mentales, physiques, pour pouvoir valoriser et aller sur le world market comme il le dit. Donc, très belle perspective, madame. Merci beaucoup, nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous essaierons d'en tenir compte. Monsieur Dara vient de le dire, l'entrepreneuriat social en Afrique, c'est le secteur, comme je le disais, de l'économie sociale et solidaire. En Afrique de l'Ouest, c'est environ 40% de notre PIB. Et c'est aussi un chiffre extraordinaire, c'est-à-dire c'est aussi 90% de nouveaux emplois générés. Cela veut donc dire qu'il y a tellement d'opportunités, de potentialités dans ce secteur, comme venait de le dire M. Dara, et comme l'a dit tantôt M. Tchana. Je m'en voudrais donc de ne pas me retourner à présent face à notre star
du panel et vous découvrirez tout à l'heure pourquoi. Vous voyez, elle a commencé déjà à nous démontrer son côté star. Et je le dis peut-être en boutade pour la taquiner, mais c'est une femme extraordinaire que vous allez écouter et entendre tout de suite. Elle se définit elle-même comme une femme passionnée. Elle s'appelle Mathilde P. Elle est ghanéenne. Elle vient donc de l'autre frontière à côté. Elle est une femme au parcours inspirant, dynamique. Elle dit que pour elle, impacter sa communauté à travers donc, le développement durable, donc les questions environnementales, est sa raison de vivre. Elle est cofondatrice de 2 structures. La première, c'est Mathilda Haute Couture. Elle est cofondatrice de MY Extrême Décor. Elle nous dira tout ce qu'elle fait d'extraordinaire. Elle a été lauréate de 2 prix internationaux au CIAO. Elle est également une femme qui partage ses connaissances, c'est-à-dire elle intervient dans les questions de promotion de leadership, elle forme des jeunes filles dans le leadership et elle promeut aussi les questions de mentorat, parce qu'elle comprend que le mentoring, c'est ce qui permet à la nouvelle génération d'apprendre des générations antérieures. Madame Mathilde P. nous dira tout à l'heure son parcours et surtout ses accomplissements, ses succès, mais les défis auxquels elle a dû faire face et comment elle a réussi à les contourner pour pouvoir aujourd'hui être citée au titre des entrepreneurs sociaux en Afrique, mais également à travers le monde. Et elle finira son propos en nous disant quelle perspective elle entrevoit pour l'entrepreneuriat social en Afrique. Et donc je donne la parole à notre star de la matinée, Mathilda. You have the floor. Thank you very much. Good morning, everybody. I'm really sorry, but I don't speak a word in French, and so you'd have to pardon me. All protocol observed. My name is Mathilda, as she said. In 2001, I founded my first company. And pardon me if I'm reading, because I've been traveling for so many hours, so I'm a bit jet lagged, so kindly pardon me for that. In 2001, I started and founded my first company, producing jewelry. Selling fashion accessories as a store, rejects bags and belts was the only way for me to start my business, because there was no funding from anywhere. People did not understand where I was coming from. And 9 years down the line, we grew. Getting to the growth stage, I met a gentleman called Eric Opoku-Achasa, who's right there, who became my partner. And we co-founded the second company called Extreme Decor. We didn't want to become just successful entrepreneurs. We wanted to make a positive impact and have a social mission. And so we looked around our country, especially closely towards our communities, to see what issues there were that were so pressing that needed attention. We identified that there were the improper disposal and indiscriminate burning of harmful waste in my community. People were burning ties, e-waste scraps, broken bottles, especially the burning of the ties, just to get those little wires out of them. The emissions of greenhouse gases produced from these harmful wastes, which were burned, did not only harm humans, it also caused ozone depletion, resulting in climate change. But it also caused air pollution, land degradation, contaminated groundwater bodies, and of course, you can name it. We decided that we would find solutions to these problems, driven by this theme, which was turning trash into treasures. We pursued our social underlying mission to exploit alternative uses for these harmful wastes. We decided to recycle them into upcycling. In our practical efforts at positively improving our environmental sanitation and mitigating climate change in our own way. In changing the narrative, functionality met design, so we produced unique jewelry and decor from these harmful wastes.
So as you can see around my neck, I'm actually wearing a necklace, but it's not just a necklace. It's a necklace which is produced from used car tire tube. It doesn't just look beautiful, it sends a message. So we can bring back the trash into our homes in a different form. In doing that, we realized that we had solved one problem. It was not just trying to find solutions to these harmful waste, but we were also making money out of it. We didn't just end there. We also looked further to find another social issue which was very pressing. Through the attendance of a lot of exhibitions in Ghana and around West Africa, especially for the privilege of being able to attend vendor events at the US Embassy in Ghana, we realized that the unemployment rate in Ghana had shot up in the past few years. And so we decided to have a team to work with so we can bring more people on board, mentor them, train them, and work with them. In our efforts at doing that, we grouped our members. So we had the designers and the innovators, that was one. We had the collectors, we had the cleaners, we had the manufacturers, which included the welders, the sprayers, carpenters, and seamstresses. We also had the marketers, and then we had the drivers who were conveying all the waste back to us. 70% of our workforce are women, because we believe in women empowerment. We are very committed at closing and exceeding the gender gap, which is very, very important. We also discovered that there were a lot of illiteracy amongst the women that we were working in. So it also became our third social issue. The women that were seeking employment from us mostly were illiterate. And the young girls that we were finding in our communities loitering around were also illiterate. In information, we contributed 5% of the sale of every item from both companies to the education of these young girls who were underprivileged but very brilliant in our society. So in order for us to reach a wider scope of young girls to educate, we decided to work with an NGO called the Girl in Need Foundation in Ghana. This NGO aims at holding charity events and raising money to pay for the education of young girls in my society. So now we were contributing 5% of the sale of every item to this particular foundation so they could educate more children, especially girls. We were also taking them in whenever they were on vacation for training, for mentoring, so they could see where the money was coming from. And then they could also better their lives as they grew up. And in a small way, we were trying to introduce them to social entrepreneurship. We've been through a lot of challenges. At the beginning, we faced a lot of discrimination because people did not understand where we were coming from. People were mocking us for what we were producing, but we were not deterred. We were very, very determined. I think that you're seeing something on the screen. So these are the products that are coming from the waste in Ghana. So we use the ties to produce chairs. We pick anything that we find that is causing harm to our environment, and we turn them to useful things for them. Our second challenge was that there was no capital. Nobody was ready to fund us. So we had to find another way of funding the business. What we did was, we decided that the two companies would fund each other. So whatever was being sold from one, through checks and balances, we were taking it into the other company, just to raise and keep the two going, because we didn't want to go out of business. We also did not have ready markets for it. So we had to try and attend a lot of exhibitions, which was really draining our pockets, but we knew what we wanted to achieve.
And if we looked at the number of workers we have, and by the way, we have 75 workers now. I started by myself, and I had 5, and I was the only one that was the permanent one. The 4 were part-time. And then we went from that to 15, and it was just 5 of us that were permanent and 10 were all part-time. Now we have 75, and still counting. We also had a challenge, we still have that challenge, where we work now. There's been power outage at where we work. Most of you who have been to Ghana know that the Ghana International Trade Fair hasn't had light for the past 4 years. But we have stayed in business. We moved our workshop an hour-and-a-half drive away from the showroom, just to stay in business. So it put a serious strain on our finances, but we're still in business. We also purchased generator just to power the showroom, so we could still go on with the mentoring, and we could still sell, we could still hold training sessions for people to come in. I would like to say that it's a privilege to be a social entrepreneur in this part of the world, because it's not an easy thing to make profit. And if you do, it's not everybody that wants to share. But I can tell you this, it's really fulfilling. We know that people look up to those who make an impact in our society. And if you go to bed and you wake up and you look behind your curtain, if there was air conditioning in your room, you would realize that dark thing at the back of your curtain. It is from waste. Waste that you do not see. Fumes that you cannot touch. But if you're able to make an impact in your society by turning things around, we will all live longer. People would be more educated, and people would be more employed, and we would lessen social biases. We have achieved a lot because it's been 17 years and we have chopped a few awards. You know, our first award was the most creative award out of over 2,000 artisans from the chair that we produced at Siao in 2016. We also won the Environmental Protection Award from UNDP for our artisans. We were also, yes. Say a few words about your model of mentoring, you know, about illiterate women. I want to know, what did you establish this kind of partnership with illiterate women? Ghana has a population of over 28 million people. And in the northern part of Ghana, there are a lot of women who go through a lot of challenges and try to migrate down to the south for greener pastures. Because of child marriages, you know, the discrimination. So these young girls migrate down to south, and there's nothing they can find to do. They're all headquarters. And if you go to a part of Ghana called Ahibishi, that's where you find all these young girls. And they are the mercy of these other men who take advantage of them. So most of these girls have like children, and they're also uneducated. So every time we go to Ahibishi to try to take the waste back, I meet and encounter these women. And the only thing you realize is they have that zeal to work, but they are not educated. So what do? You must find another way to put them in business and keep them going, because there are so many other things they could do, but they just won't learn. So just trying to be in their shoes, speaking to them and encouraging them and telling them what you're doing, and them saying, okay, fine, I know that if I carry 10 of the tithes and I bring to you, you give me X amount of money, they decide to join. And we train them as well. And I always encourage my workers that you should always have another job, apart from what you do for me. It shouldn't be the same, but you should always have something else to fall back on if you lose this one.
So I train them and try to find out what exactly their interests are. And then we develop on that as well. And they develop their skills. Yes, exactly. Okay. Tell us, Matilda, what is, according to you, the main future of social entrepreneurship in Africa? I would like to say that I believe that we can all contribute positively in remedying and alleviating a lot of problems in our environment. As change agents from different sectors, we must create the awareness of the importance of social entrepreneurship in our economy. We must organize innovation support competitions which will provide seed capital, training, technical and logical support for ideas and early stage enterprises from tertiary institutions and from the communities as well. It does not really take much to make an impact. I always say that we should think outside our day jobs. We should think outside ourselves. We should identify the needs and issues of our communities. We must be bold, we must take the risk, and we must take up the mantle and be that change maker. That's what I always say. Merci. Madame la conseillère, je me sens vraiment coupable de m'introduire dans votre panel, mais très rapidement, nous voulons encore une fois remercier les personnalités qui sont restées avec nous, et nous voulons juste vous dire que si certaines parmi vous veulent vaquer à d'autres occupations, nous le comprendrons. Merci encore une fois. Madame la conseillère, vous pouvez continuer avec les questions. Quelle intrusion sans mon accord. Je comprends que certaines autorités veulent prendre congé. Nous les remercions d'avoir pris part à cette cérémonie. Et nous les saluons. Merci beaucoup. Alors, nous allons vraiment dire un grand merci à nos panélistes. Nous n'allons pas leur faire l'affront de résumer leurs propos, mais je m'en voudrais de ne pas attirer l'attention de l'assistance sur 3 éléments majeurs. Tous autant qu'ils sont, ils ont parlé d'abord de l'identification des besoins de la communauté, de l'environnement dans lequel ils vivent. À mon avis, pour tous les 3, c'est le départ de leur aventure. Deuxièmement, ils ont parlé aussi de leur envie de répondre à ce besoin tout en créant de la richesse et en adressant des questions sociales. Et troisièmement, alors c'est là où chacun d'eux a des approches un peu diversifiées, c'est comment, donc par quelle stratégie répondre aux besoins qu'ils ont identifiés, comment y parvenir. Et ce qui les distingue aussi, c'est les secteurs dans lesquels ils se sont investis. Certains sont dans l'éducation agricole, un autre est dans la promotion du genre, mais spécifiquement dans la production, et puis une autre est dans les questions environnementales. Mais ce que nous retenons, quelle que soit la forme que prend l'entreprise sociale, quel que soit l'objet que l'entreprise sociale se fixe, eh bien, il y a toujours une démarche qui est unique, à savoir l'identification des besoins, répondre à des besoins, apporter une stratégie. Et le troisième et dernier élément qui me paraît très important, la prise de risque en fait se fait en termes d'innovation. J'avais un professeur qui est très connu, qui s'appelle Jacques Seguela, qui disait toujours « l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent ». Et donc, les entrepreneurs sociaux ont compris que pour impacter positivement leur environnement, ils peuvent faire du profit, mais en apportant des solutions innovantes. Dites-nous une phrase qui résume votre propos d'aujourd'hui et qui projette l'entrepreneuriat social africain dans l'avenir. Une phrase. Alors, je prendrai ce que Bill Clinton, fondateur d'Ashoka, a dit. Quand vous donnez un poisson à quelqu'un, nous connaissons cette formule, vous le nourrissez pour un jour. Quand vous apprenez à quelqu'un comment pêcher, vous le nourrissez pour tout le temps. Mais les entrepreneurs sociaux, dont moi je suis fier de le dire,
ne se contentent pas seulement de donner les poissons, ils ne se contentent pas d'apprendre aux gens à pêcher, mais ils révolutionnent toute l'industrie de la pêche. Vous retrouvez les questions qui vous sont adressées ou... Oui, je vois qu'il y a beaucoup... La plupart des questions tournent autour de la conciliation entre la vie privée, la vie familiale et la vie associative et votre entreprise. Il y a aussi des questions spécifiques par rapport à votre modèle économique, comment vous arrivez à faire de l'argent en alignant l'impact social, la recherche de l'impact social. Donc si vous pouvez déjà commencer à répondre à ces questions, vous avez donc 3 minutes au maximum pour dire tout ça et surtout dire une phrase conclusive. Allez, on va commencer avec la fête des femmes d'abord et après nous rappeler de le reste. Et d'abord, pour être clair, on ne doit pas assumer que parce que je suis marié à une femme américaine qui m'a donné les idées pour créer l'homme que je suis. Plutôt, je vais attribuer ça à ma mère qui a créé l'homme que je suis. Mais il y a quelque chose que tout le monde a dans leur famille. Il n'y a aucune famille qu'on peut dire est parfaite. Et moi, je vais être honnête, je n'ai pas une famille parfaite. Et le fait de choisir, de mettre ta vie pour être un entrepreneur social, ça automatiquement veut dire qu'il y a des conséquences et des sacrifices qui sont grands et tu dois être prêt. C'est des sacrifices qui sont permanents. Et ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est très important d'aller à l'école pour voir tes enfants. La plupart du temps, moi, je ne suis pas là pour les événements parce que l'entreprise est plus importante. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui dépendent de l'entreprise. Et aussi, quand on parle de la femme, ta femme veut te voir à la maison. On peut imaginer, je suis un homme qui circule dans tous les États-Unis, qu'est-ce que je fais? Je vois une femme, j'ouvre mes bras. Et tu reviens à la maison et dis, mais quelle odeur, quelle odeur, quelle odeur. Mais vous pouvez comprendre. Donc c'est pour dire que, et heureusement pour moi, j'ai une femme qui croit à les principes que je crois. Et puis d'abord, je vais dire qu'il faut être prêt à sacrifier. Si on n'est pas prêt à sacrifier, on ne peut pas faire ce qu'on fait. Pour tous ici, c'est des sacrifices. Il ne faut pas penser que l'entrepreneuriat social, c'est une bonne modèle, alors c'est bon à la maison. Plutôt, l'entrepreneuriat social est encore beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a des choses qu'il faut considérer. Toi-même, tu dois te juger. Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que ce que tu dis que tu fais, est-ce que tu le fais? Et maintenant, tes clients, tu dois être capable de leur prouver que vraiment je suis en train de faire ce que je vous dis que je fais. Parce que c'est à ces conditions qu'ils achètent tes produits. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une affaire du tout facile. Mais si tu crois et tu as le cœur, et si tu veux aider les jeunes filles recyclées dans l'agricole, comme tout le monde ici, il ne faut pas jamais penser que l'entrepreneuriat social est facile. Mais si tu le fais, tu sais qu'à la fin, malgré tous les sacrifices, ce que le peuple tout autour va gagner est plus. Et ce que je vais dire par là est que moi je pense et moi je crois que chaque personne, chaque humain a un devoir quand ils sont vivants. Tu peux aller à l'église, tu peux aller à la mosquée, tu peux aller tuer un mouton pour dire pourquoi je suis là. Mais tu dois toi-même, pourquoi tu es là? Tu dois définir pourquoi je suis vivant, pourquoi je respire. Et pour moi, pour mes raisons, c'est ce que je fais. Et je pense que c'est important de tenir ça. D'autres questions? Non, je pense que vous avez répondu à l'essentiel des questions qui vous étaient adressées. Juste une phrase pour dire aujourd'hui, en quelques mots, quels sont vos sentiments par rapport au thème de la journée et l'avenir. En une phrase. Heureusement, ça n'a pas à faire avec les femmes.
Non, sincèrement, je vais dire pour moi, c'est un honneur. D'abord, vous avez joué le rôle que je pense nous a aidé tous à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat social aujourd'hui. Et pour moi, c'est la première fois que vous, donc je vous remercie. Pour dire, pour moi, on a besoin de femmes comme vous. Moi, je suis un homme. Des femmes comme vous qui est parmi nous, que nos jeunes filles peuvent regarder pour dire, moi, je veux être là où la femme là est. C'est déjà une chose. Merci beaucoup, Monsieur Talal. Nous venons donc à Madame P. Mathilda pour répondre aux questions qui lui sont adressées. Je pense que la plupart des questions également tournent autour du modèle économique, comment faire du profit tout en adressant des questions sociales, en impactant l'environnement. Mathilda. First of all, I always say that we should think outside ourselves. It's not just you that is in the world. In my local dialect, there's a saying that means that human beings are sweet, but you can't eat them. You can't live by yourself in your room forever. You can have all the money, but you would have to spend it on something. And whatever you're going to spend it on is another human being that's selling it. You can have all the houses, but you can't sleep in all the rooms. It's only one room you can sleep in, and even in that room, it's on the bed. And even on that bed, is in the corner of the bed that you would sleep. So I say that, dream, think, create, find a need, find that solution to the need. Make a business out of that need and make an impact in your society. You must take a risk. Whenever you decide to start something, you must realize that it's a risk. It will either succeed or it will crumble. If you have that in mind, then you know you're going somewhere. But if you only start something and you're only thinking about the money, the end result, which is only money, you will crash at some point because you would lose focus. Because it's not just creating that environment, working on it, making that money, and that's the end of it. It is what you do with that money that makes you a person that is responsible and would be remembered when you are no more. So if you want to combine social entrepreneurship and profits, my way is, I think of what would benefit my society first, because it is only when the society benefits that I win. If I win and my society loses, I may lose all that money because somebody else would come and take it from me. But if I make that impact with what I'm doing, create the atmosphere for other people to also grow and come along with me, we will all grow and nobody will beg. Do you understand where I'm coming from? Yeah. So that's what I mean. Relationship? I would say something about the relationship. I work with my husband, and we've been working together for the past 10 years. As they say, it's hard to always be with a beautiful woman because there are always men around. And so I'm fortunate to have a man who understands me as a person and believes in me as a person and supports me as a person. Never, ever, ever you be with a man who does not believe in your dream, because you will not succeed. He will never support you, he will always bring you down.
always be with a man who is ready to push you and allow you to grow in your own space as a woman. That's what I do for him, and that's what he does for me, and that's why we have succeeded. In my one sentence, I always believe that we can all contribute to make lives better, not just for ourselves, but for the world. So I would repeat what I said at the end of my presentation, that it does not take much to make an impact. You have to think outside your daily job. You must think outside yourself and identify the needs and issues of our community. You must be bold. You must take the risk. You must take the mantle and be that change maker. That's all. Juste quelques secondes parce que nous avons fini depuis 10 minutes normalement. Juste quelques secondes. J'aimerais aussi augmenter que nous, des gens comme nous, on a des devoirs. Le devoir est que qu'est-ce qu'on va faire après quand nous sommes fatigués de créer des entreprises. En anglais, du legacy. L'héritage. Et je pense que la question là est posée d'une manière comment on peut se fonder, nous qu'on connaît, et partager avec les autres. Et je pense que le monsieur a dit aussi comment l'autre peut faire la pêche au lieu de lui donner la pêche. Et je vais vous dire, moi, monsieur Tchala, je pense, ce n'est pas encore décidé, et d'ici à 5 ans, de vendre un parti dans l'Afrique et prendre cet argent pour créer un système de partager l'information dans l'Afrique de l'Ouest pour que les autres puissent apprendre ce que c'est de l'entrepreneuriat social. Je pense que c'est une bonne note de fin. Nous avons tous aujourd'hui parlé d'entrepreneuriat social. Je voudrais juste rappeler que l'entrepreneuriat social au Togo, spécifiquement sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est 40% du PIB, contribution au PIB, mais c'est également 80% de la population active qui s'y investit. Ce qui voudrait donc dire que les organisateurs l'ont pas mal choisi en s'appesantissant sur ce thème. Je voudrais donc, au nom de tous les panélistes et sur leur belle parole d'espoir par rapport aux perspectives de l'entrepreneuriat social en Afrique, espérer que les entrepreneurs sociaux qui y a parmi l'assistance puissent davantage nouer des relations et que aussi les organisateurs mettent en place un network par rapport déjà à l'activité d'aujourd'hui afin que rayonne l'entrepreneuriat social en Afrique. Je vous remercie.